C'est le début de la semaine, nous sommes le lundi, l'équipe est au complète. Marino est là, René également, Niki aussi. Yeah. L'énergie est au rendez-vous, le club commence maintenant. Nous sommes le lundi 14 octobre et nous avons de l'énergie sur le plateau avec le CP. René, tu vas bien? Toujours, je vais très bien. Et toi, Niki? Je vais super bien. Je suis trop belle ces jours-ci là. Vous êtes belle, hein, mais moi je suis trop belle. Marino, tu vas bien? Bah, écoute, je vais bien, habillée comme ça, de manière aussi élégante. Un peu à l'Asie, la Chine, le Japon. Si on me provoquait. Je te demandais pardon. Ah ouais. Comme oui, une fleur. Ça va très bien. J'aime beaucoup ma tenue aujourd'hui. Guy Serge l'a fait fort pour le coup sur le plateau. Le tableau donc merci encore à lui. Alors j'espère que ça va chez vous. Hein. Vous savez, hein, octobre n'est pas que rose dans le club. Octobre est aussi bleu. Nous célébrons dans le club le deuil périnatal. Nous avons des capsules qui nous sont offertes par notre CP Manuela Yeye. Et on va aller pour la capsule du jour et on revient débriefer. Quand une maman perd son enfant, tout le monde est démuni face à cette situation. Ce n'est tellement pas dans l'ordre des choses que c'est très compliqué, aussi bien pour la maman que pour l'entourage. Alors, chacun essaie à sa manière de lui apporter du réconfort par tous les moyens dont il dispose. Des phrases, des gestes, une présence. En parlant de phrases, on voit ensemble 7 phrases à ne pas dire à une maman qui passe par le deuil périnatal. En 1, ce n'était qu'un fœtus. Pour vous, ce n'était qu'un fœtus. Pour elle, c'est déjà son enfant. Elle se projetait, avait des rêves qui viennent d'être brisés et c'est très maladroit de dire cela. Encore, ce n'est pas grave, tu en auras d'autres ou tu en as déjà. Un enfant ne vient pas remplacer un autre. C'est un être à part entière qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. On ne parle pas de vêtements, on ne parle pas de chaussures, mais bien d'enfants. Alors on ne dit pas cela. Ensuite, tu pleures déjà depuis un moment. C'est le moment d'avancer. Il faut, non? Il faut? Non. Chacun fait comme il peut. S'il y avait une recette magique qui marchait à tous les coups, ça se saurait. Vous ne pensez pas? Le deuil n'a pas de date de péremption. Je suis vraiment désolée, vous n'avez vraiment pas de chance. Cette phrase part sûrement d'une bonne intention, mais il faut éviter. Je suis triste, moi aussi, tu ne fais pas attention à moi. Non, pas de comparaison possible à ce moment-là. Vous ne pouvez pas soutenir, laissez. Encore une autre phrase, mieux vaut perdre un enfant qu'on n'a pas connu. Une déclinaison de la toute première phrase. Je n'étais qu'un fœtus. Il ne faut pas dire ça. Et pour terminer, ne rien dire. Ne pas être là, ne pas soutenir et revenir quelque temps après sans jamais parler de ce qui est arrivé à la mère comme si elle n'avait rien vécu et que ça n'avait jamais existé. L'indifférence n'est pas une bonne solution. Mieux vaut encore écrire un message en disant « je ne sais pas quoi te dire, excuse-moi, mes condoléances » que de se taire. Vous l'avez compris, octobre est aussi bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est bien d'en parler au fait, parce que le sujet est tabou chez nous, je pense, parce qu'on ne veut pas que les gens fassent le deuil, ou je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, en fait, on a l'impression que le deuil doit se faire rapidement. Et je pense que justement, je pense qu'il y en avait 7 phrases à bannir complètement de notre vocabulaire. C'est vraiment ça, parce que souvent, on pense aider. Parfois, ça vient d'une bonne intention. On s'est dit, oui, on va la remotiver en lui disant de penser à autre chose, mais ce n'est pas le moment, franchement. En général, ça vient vraiment d'une bonne intention, seulement ça peut être maladroit. Quand elle dit, par exemple, tu pleures depuis trop longtemps. Ben non, en fait. Laissez vraiment la personne aller à son rythme parce qu'on n'accueille pas les situations tous de la même manière. Et quelquefois, c'est comme si tu viens nier la douleur de l'autre et t'envie de lui dire mais c'est bon quoi, t'as tout pleuré. Donc, franchement... Et elle a dit dans une ancienne vidéo, elle le disait, il faut, comme tu l'as dit, hein, il faut qu'on laisse à chacun son temps de faire son deuil et chacun à sa façon. Si la personne a envie de pleurer, tu laisses la personne pleurer. Et surtout dans notre culture africaine, c'est tellement difficile parce qu'on dit que la femme doit être forte, tu ne dois pas pleurer. Non, l'homme également aussi, c'est le chef de famille, tu ne dois pas pleurer. Non, au contraire, il faut laisser plutôt chacun faire son deuil à sa façon. Alors, on espère que vous allez faire votre deuil. Déjà, demain, on aura une émission spéciale sur le deuil périnatal. Donc, on espère que vous serez connectés pour regarder cette émission-là parce que vous allez apprendre beaucoup d'elle. Alors, mes CP,
Aujourd'hui, mon invité va faire de telle sorte que cette émission-là sera comme si on est en famille. Ok. Comme d'habitude. Courage, détermination, rage de vaincre et résilience sont les mots qui caractérisent notre invité du jour. De sa naissance à aujourd'hui, cette personne que j'affectionne étant comme un membre de ma propre famille m'a toujours touchée depuis que je le connais par son sens des choses bien faites, sa rigueur dans tout ce qu'il entreprend et surtout de par son esprit créatif. Je l'appelle affectueusement mon grand frère, mais vous le connaissez par ses proverbes tirés des contes africains et du succès phénoménal qu'il connaît depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous connaissez la personne avec sa team. Succès fruit de l'effort d'un travail acharné, mais surtout d'une persévérance hors pair. Si je vous dis les filles, ils ne peuvent pas comprendre. C'est autre chose. Ou même, si je vous dis, même si ton argent est petit, je dis que mangez la vie. Vous savez que je fais référence au Quadranosaure, a.k.a. Oscar Dokui dit Zagba, le requin qu'on va accueillir maintenant sur le plateau. Oh là là! Non, fais le pas, fais le ballon. Ça va, le fatigue. Mon grand frère, ça va bien. Il y a les préférences ici. Vraiment. Ma chérie, On chacun n'a sa pas eu famille. bisous aussi. Oh. On n'a pas eu bise, on n'a pas eu tout. C'est la famille, donc si on touche une personne, Ah, ok. D'accord. Zagba, comment tu vas? ça va très bien. On dit quoi? Ça va très très bien. Bienvenue chez toi. Merci Le club, beaucoup. c'est chez toi. Je mets ça en famille là. C'est vrai ça? Ouais. Ah, j'ai adoré, j'ai aimé. Alors tout à l'heure, on va mettre le pied dans les plats. Voilà. Présente-toi quand même pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ta caméra, elle est là. Bon, bonjour tout le monde. C'est monsieur Oscar Dokui, communément appelé Zagwa le requin Quadranosaure, qui mange à table avec le Bavois Prada, chevalier de l'ordre du mérite sportif, figure emblématique du showbiz ivoirien et même francophone, miroir de toute une génération consciente. Je suis un combattant de la culture. Zagwa le requin, c'est bien fait. D'ailleurs, même pour mieux te présenter, moi, je te réserve une petite vidéo qu'on va regarder ici. Fils de Dokui Vo Marie-Reine et du grand homme de médias Paul Dokui, véritable force de la nature, il rêvait d'une carrière footballistique. Mais les épreuves de la vie ont quelque peu modifié sa trajectoire. Victime d'un accident, il se verra brûler au 3e degré, mais à force de travail et de rééducation, Oscar réussit à rebondir. Leader né, il fédère les jeunes autour de lui et se lance très tôt dans les affaires. C'est comme ça que naît le Ziguinchor. Les épreuves de la vie, il apprend à y faire face. Mais en juin 2018, une nouvelle épreuve vient bouleverser le destin du jeune guerrier. Son père, son baobab, tombe. Les événements s'enchaînent dans la vie du jeune homme. Jusqu'en 2020, où un parcours de circonstances le fait passer par la case de prison. Aujourd'hui, Oscar est Zagba le requin, un jeune homme forgé par la vie, porté par ses valeurs et sa vision. S'il prône le paya et la belle vie, il prône surtout des valeurs de travail, de résilience et d'amour envers son prochain. Et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Waouh. Je pense que ça mérite des applaudissements. Hein? Je le sens ému sous ces verres. On est tous même émus. Bon, Vous avez Zagba le tracé requin. l'histoire du Quadranosaure. Ouais. C'est comme si le Quadranosaure venait de sortir de la maternité même. Ah, c'est bien donc fait. on a vu vrai, on a vu juste. Ouais, Il y a vrai. quelques éléments. Non, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas dire que le Quadranosaure mange à ticket et vous avez dit le plus important. C'est ça, ça va. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille, de ton enfance? Quelle était ta relation avec tes parents? Pour moi, depuis tout petit, j'étais vraiment très proche de mon père et de ma mère. Voilà, pour moi, c'était mes super-héros. Parce que le super-héros, c'est celui qui peut venir te délivrer, t'aider. Voilà, donc pour moi, c'était que mes parents. Donc, j'étais vraiment très, très proche. Et mes parents, ils m'ont vite responsabilisé. Ils me mettaient face aux problèmes, on ne cachait pas quelque chose et tout. Et tout se réglait vraiment par la parole.
Voilà, j'ai eu un père qui n'était pas violent, avec une mère pas violente aussi. Donc, il jouait plus sur le moral que le physique, taper et tout. Donc, ça arrive. Nous-mêmes, quand on faisait des bêtises, c'était facile pour nous de pouvoir venir expliquer et même vouloir trouver des petits arguments pour dire. Donc, toi, on ne te chicotait pas, quoi. Oh, quelques rafales, des petites baffes en passant. Mais vous étiez combien à la maison? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères, nous sommes 6. Ok. Voilà, il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres qui sont en Europe. Et t'es lequelième dans la fratrie? Moi, je suis l'avant-dernier. Mais et après l'école? Après l'école? Oui, l'école. C'était quoi ton niveau d'études? Le bac terminal. Bac terminal, tu t'as arrêté à la terminale? Ouais, j'avais pas le choix parce que je suis parti en Afrique du Sud pour faire sport et j'étais passionné de football. D'accord. Donc, arrivé là-bas, suite à la crise politique, mon papa était très engagé politiquement. C'était son choix, mais je le salue parce que c'est un homme qui n'a pas trahi aussi. Voilà, c'est important aussi dans la vie. Mais il a fait un choix et son choix a pesé aussi sur nous. Voilà, donc on ne pouvait plus continuer. Ma soeur ne pouvait plus continuer au Ghana, on était en Afrique du Sud, on ne pouvait plus continuer, il n'y avait plus de ressources. Tout le monde était en exil, donc il fallait replier. Mais le foot, c'était avant ou après ton accident? Ma boulue. Le football, pendant la boulue, j'apprenais déjà. Et donc tu t'es brûlé à quel âge à peu près? À peu près, j'étais vraiment jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? Moi, c'était en 2002. Mon vieux, il était directeur de radio. Donc après, en 2002, je pense qu'il y a eu un coup d'État manqué. Et les animateurs qui ont servi pendant le... C'est-à-dire qui ont donné des informations, parce que la télé était, je pense, c'était off, la télé ne passait pas. C'était que la radio. À ce moment-là, je me rappelle que tout le monde était branché sur la radio, ça m'a donné toutes les informations. Donc maintenant, les animateurs, les journalistes qui ont travaillé dans cette période-là, mon vieux les a réunis pour leur dire merci. Parce qu'ils ont travaillé, comme c'est un acte de bravoure et tout. Donc, à l'arrière-coup, il y avait des gens qui font choukouya là. Donc, après, qu'ils ont fini de faire la réception, tout ça, avant, on faisait les tas d'audio, on mettait le feu. Mais la servante a lavé mon neveu. Elle a laissé un bidon d'eau de Cologne qui était déjà fini. Et moi, je bossais peut-être à 20-30 mètres, j'étais en train de réviser. J'ai mis mon livre sur une chaise. Donc, je vois le feu a pris le truc en caoutchouc là. Mais il me dit que c'est du plastique. Ça ne va pas exploser. Ah, tu as voulu éteindre. Non, je n'ai pas voulu éteindre. J'étais sur mon cahier. Tu t'es pas inquiété plus que ça, quoi. Voilà. Quand je me suis levé, j'ai vu... Ça a explosé. J'ai vu une grosse flamme devant moi, ça a pris mes habits. C'est quand j'ai respiré comme j'ai respiré le feu. Donc, il était là, et le lavabo, il y avait un lavabo à l'arrière-cour, mais c'était loin. Donc, j'ai calculé en allant au lavabo, je me suis traîné par terre. Quand j'ai fini, j'ai vu mes habits n'étaient pas brûlés. C'est ma grande soeur, n'est-ce pas, elle m'a dit, ah, que tu es brûlé. J'ai dit, non, je ne suis pas brûlé. Donc, j'ai tiré ma peau comme ça, et là, c'était gâté. Donc, je vois mon habit. Quand j'enlève mon habit, ma poitrine, tout mon bras, j'étais KO là. Et ce jour-là, ma maman était partie en mission au village. Donc, elle était revenue, elle était à Yopougon chez ses parents. Mon père, il ne s'est pas roulé. Les chauffeurs qui étaient rentrés avec les voitures, les gars du corps qui ne savent pas rouler. Donc, il y a une pression. D'autres viennent, non, marchez, vous êtes bêtez. Non, mettez œuf. Il dit, quand il a regardé, il y avait une douleur atroce. Et puis, bon, mon vieux, franchement, il a tout fait. Il a appelé ses amis. Comme c'était mon super-héros, il a mis dans la voiture, tiré. On est parti au CHU de Cocody. Et tu es resté combien de temps là-bas? J'ai fait près de 7 mois de soins. Parce qu'on était parti au Grand Brûlé. Puisqu'il n'y a pas vraiment de trucs. À l'époque même, quand j'étais brûlé, j'ai eu une prise en charge même. Donc, quand il y a eu les premiers soins au Grand Brûlé, on m'a ramené dans une clinique. Autant c'était le Grand Brûlé qui était adéquat. Pour gérer ton cas. C'est vrai que tout le monde est là-bas, mais c'est là-bas on soigne bien. Tu vois, on m'a ramené dans la clinique, c'est vrai, la clinique c'était... Donc ça a pris du temps. Et il y a des parties où il y avait la graisse, donc ça cicatrisait lentement. Bien sûr. Voilà, donc par moment, tu vois, quand tu mets une compresse, 2 jours après, il faisait les soins chaque 2 jours. 2 jours après, tu vois que la compresse rentre dans la chair. Oh là là. Donc c'était compliqué. À la fin, tu me fais une greffe, enlever la peau quelque part pour coller. Et pendant tout ce temps, tu étais à l'hôpital? Les 7 mois, ou bien tu faisais des allers-retours? Allers-retours. Ok. Donc même quand il partait à l'école, je faisais des allers-retours. Alors là, on parle vraiment de
l'effet, enfin, c'est tellement bouleversant. Ce que tu as ressenti physiquement et tout ça, mais psychologiquement, comment tu te sentais pendant cette période-là? Bon. De voir son corps qui a changé, de devoir faire des pansements tous les 2 jours. De peut-être plus pouvoir jouer au foot. Par moment, ça fatigue. Par moment, il dit, bon, c'est bon, il dit à ma maman, il ne fait plus à l'hôpital. Il y a des moments où il dit, il reste à la maison, je vais me soigner à la maison. Automédication. Après, tu vois le pus qui commence à sortir de mon bras. On ne te dit pas toi-même, tu retournes à l'hôpital. Qui va te demander pardon? Après, moralement, j'étais fou. Oh. Voilà, donc après, vraiment, il dit merci à mes parents parce qu'ils prenaient des produits en Europe pour ma peau, tout pour qu'ils puissent vite cicatriser. Cicatriser. Voilà, donc ça m'a aidé. Et là, la cicatrisation s'est faite, tu as commencé le foot, tu es parti en Afrique du Sud et tout, arrivé au moment où c'était vraiment plus possible de continuer à financer parce qu'avec papa, ça n'allait pas. Ouais, ça n'allait pas. Mais du coup, lui, son exil, ça s'est passé comment en fait? Lui, son exil, c'était vraiment un coup de chance. Okay. Parce qu'il est tombé malade et on l'a évacué d'urgence. Puisqu'il était sous sanction de l'ONU, il ne pouvait plus recevoir ses soins dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne. Il ne pouvait pas partir. Il était sous sanction de l'ONU, donc il ne pouvait pas partir. Donc quand il est parti au Ghana, 2 jours après, tout a bousculé un coup à Abidjan ici. Ça a changé un coup. Son candidat est tombé, donc... Tout le monde devait rester. Donc il est resté là-bas. Après, ma maman et mes frères sont... Moi, j'ai quitté l'Afrique du Sud, je suis arrivé aussi au Ghana. Et puis bon, ça, c'était une nouvelle page, une autre histoire encore. Vous viviez l'exil là-bas. Il était de son côté. Nesson, Dieu merci, elle était déjà étudiante là-bas, ma grande sœur. Donc elle avait son petit studio où nous tous, on était là-bas aussi. Donc par moment, on faisait les navettes pour partir le voir. Et tout. Le changement de niveau de vie, c'était comment? Parce qu'ici, à Abidjan, ça se passait plutôt bien. Tu es parti en Afrique du Sud, ta sœur est partie au Ghana. Malheureusement, ton père qui part en exil, la situation économique, en tout cas ta famille, n'est plus ce qu'elle était. Psychologiquement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un petit studio, vous qui étiez dans des conditions plus aisées? Au début, même lui-même au début, quand je voyageais, il m'a dit « Ah, mon petit ». Il m'a appelé, il m'a dit « Ah, je pense que ça va devenir un peu dur. Que de toute façon que je vois le truc là, ça devient un peu comme... » Parce que lui, franchement, il nous prenait comme ses amis. Il était transparent. Voilà, il était transparent. Ouais, donc, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, petit, on dirait que ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, comme on s'est battu un peu dans la vie, on va pouvoir tenir un peu et tout. » Mais après, quand ça a changé, il y a eu des gels d'avoir, tout et tout. Donc ça a cassé encore le truc. Et là, moi j'étais en Afrique du Sud quand eux, ils partaient au Ghana. Donc je n'étais pas encore imprégné des réalités même. Quand je suis revenu et j'ai vu les conditions dans lesquelles mon père était, j'ai vu mes frères, j'ai commencé à pleurer, tout. Mais après, c'est la réalité. C'est ça. Il faut l'affronter. Tu deviens un homme direct dans ta tête. Affronter cette réalité-là. Comment vous viviez au Ghana là-bas? On vit sans repère. Ouais. On vit sans repère. Il y avait quand même de bons amis, les amis de Nespon. Nespon elles-mêmes nous ont soutenus beaucoup et tout. Et puis, bon, après ça, il fallait préparer l'arrivée maintenant sur la Côte d'Ivoire. Lui ne pouvait pas rentrer du tout. Mais ma maman pouvait quand même venir. Donc, elle a eu un point de refuge qui était Benoît. Voilà, elle s'est donné un autre nom, tout ça. Voilà, on l'appelait avec un autre nom. Et c'est là-bas que tout le monde est parti. Elle a tout fait, elle a pris une maison où tout le monde pourrait arriver. Puis bon, c'était le repère. Donc maintenant, quand vous arrivez à Benoît, là maintenant, qu'est-ce que Zagba fait? Qu'est-ce que tu te dis? Tu continues les études? Tu continues le Non, j'ai voulu continuer les études, mais c'était compliqué. La situation économique ne nous permettait pas. Et tu sais, quand tu as des problèmes comme ça, c'est difficile que les gens te tendent la main. Voilà, moi j'ai fait avec. Je comprends, c'est la vie. Il n'est pas là. Donc là, tu vas voir qui pour dire que tu veux reprendre l'école, qu'il n'y a personne. Bien sûr. Vous étiez livrés à vous-même. On était livrés vraiment à nous-mêmes. Donc j'ai persisté encore dans le foot, j'ai persisté. J'ai vraiment persisté. Je suis parti même, j'ai eu un bref passage où j'ai joué au Congo, tout. Et puis mais après, vu ma situation et mon rêve, c'est 2 mondes opposés. C'est vrai qu'il faut rêver et tout. Quel était ton rêve?
C'était de grand footballeur. Un pro, marcher avec mes claquettes Dior. Le pro. Mon sac. La Nick allait nous envoyer. On allait dire à Nick, envoie, on va aller voir ton frère, le pro. Là, je suis couché, il dit, ouais, on a fait la préparation à Strasbourg. Il vivait déjà son avenir, là. Voilà, donc j'ai tourné un peu, j'ai tourné. Après, j'ai vu que vraiment... C'était pas pour toi. Vraiment, c'était pas pour moi. Vu la réalité, franchement... Tu as d'autres priorités. Il faut chercher la vie, en même temps aller s'entraîner, en même temps... C'est compliqué. Tu t'es senti isolée à ce moment-là de ne pas avoir de personnes, justement, qui pouvaient te comprendre, à qui tu pouvais te confier. Tu t'es sentie seule. Ou peut-être même abandonnée. Bon, par rapport... Bon, il y a certains amis, peut-être que je ne vois pas seulement, et certains peut-être... membres de la famille que je vois. Bon, ça c'est la vie, hein. Mais ce qui nous donnait un peu le moral, c'est que moi et mes frères, nous sommes des combattants. Hein. Ça. Donc à tout moment, moi j'étais très coulé de ma grande soeur et mon grand frère venait s'ajouter. Donc à tout moment, on expliquait nos problèmes. On riait, même quand on va voir maman, on rit. Ça nous aidait vraiment à avoir le moral. Et le vieux, malgré sa position de l'autre côté, il disait toujours ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et justement, il disait depuis sa position, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et là, il part. Comment est-ce que tu apprends déjà la nouvelle de son départ et comment tu le vis? Franchement, c'était l'un des coups les plus difficiles parce que il a fait 2 fois AVC comme ça, je pense. Je savais qu'il souffrait trop. Donc par moment, j'ai parti le voir. On cause, quand on cause, il me donne des messages. Veille sur ta maman. C'est que ta maman m'a beaucoup protégé. C'est que ta maman m'a beaucoup aidé. C'est que ta maman a eu des problèmes à cause de moi. Il faut protéger ta maman. Mais moi, je savais tellement qu'il souffrait. Quand j'entends sa voix, je commence à pleurer. Tu vois, même au téléphone, même 2 jours avant ça, maman m'appelle, m'a dit ton père veut te parler. Mais quand je cause avec lui au téléphone, ma journée, je fais que penser à lui, ça me fragilise dans tout en fait. Donc il faisait que prier pour lui, pour dire qu'il faut que ça aille, son état de santé et tout, il faut qu'il soit bien. Mais lui, c'est quelqu'un qui aime être entouré. Il faut te dire, quelqu'un qui est... Et il se retrouve seul. Voilà. Il est tout le temps avec ses enfants, ses petits-enfants. Bon, il est un grand personnel de travail à qui il donne des instructions, tout ça. Et puis il se retrouve dans un studio de 15 000 ou 20 000 francs. Tu vois que moralement... C'était un coup dur. C'était un coup dur. C'était vraiment un coup dur. Donc quand j'écoutais sa voix, je sais qu'il n'était pas à l'aise. Et maman me disait que non, il faut causer avec ton papa et tout. Et il veut parler avec toi. Donc moi, ça me fragilisait, franchement. Et... Quand j'ai causé avec lui pour la dernière fois, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit vraiment beaucoup de choses sur la famille, sur maman, sur tout le monde. Il m'a dit trop de choses même. Et après, 2 jours après, il est parti. Mais moi, je ne savais pas, j'étais dans ma cave. Comme je gérais une cave, j'étais assis là-bas. Et l'information est tombée. Moi, je ne savais pas, j'étais en train de causer avec mes amis. Et puis, ma prophétesse qui pensait que j'étais au courant, elle m'a appelé. Elle me dit vraiment, mon fils, sois fort. Je ne savais pas. Donc, moi, je suis là comme ça aussi. Et puis, tous mes amis sont là. Et fini de causer, il y a des coupes. Et eux aussi ne savent pas. Donc, je me lève. Je vais pleurer un peu à côté. Oh là là. Tu leur dis rien? Je ne leur dis rien. Après, je reviens, je dis à Samu. Et puis, bon, ça glace tout le moment. Et puis, bon, on prend ça comme ça. Hein. Et là, tu repars à la maison, voir ta maman? Oui, non, on repart. Maman, elle est à Beaunois. On repart, j'étais dans un studio là avec Nesmond. Voilà, j'étais dans un studio là avec Nesmond, donc c'est là-bas tout le monde est venu. D'un premier temps, les amis, les Vanessa Fichon, tout le monde est arrivé là-bas. Samo, c'est là-bas qu'on a pleuré un peu, entre 4 murs. Puis après, maintenant, on est parti chez la vieille. Puis bon. Je me sens très émue. Ouais. On va quand même prendre une petite pause publicitaire pour récupérer tout ça et on revient juste après la pub. De retour de la pub, nous sommes dans le club avec Zagba le requin aujourd'hui qui est en train de partager son histoire atypique avec nous. Franchement, Yako, là, on était sur le décès de son papa, comment il a appris la nouvelle, comment il a vécu. Si vous avez raté la première partie de l'émission, ne vous inquiétez pas, il y aura la rediff demain à 8 h et dès ce soir même sur YouTube. Alors, Zagba, ça va? Ça va très bien. Ok, donc comment se passent les obsèques? Pour les obsèques, il fallait des autorisations pour que son corps puisse rentrer, mais puis qu'il était recherché. C'est ça. Voilà. Il fallait des autorisations.
On a lutté pour qu'on puisse avoir les autorisations pour que son corps soit rapatrié. sur sa tête. À ce moment-là. Ouais, c'était pas facile. Bon, Émotionnellement. Émotionnellement, c'était pas facile. Tu as vu, émotionnellement, c'était pas facile. Hein. Il a quitté le pays. 7 ans après, il est mort. Bon, non, se disait qu'il allait rentrer lui-même, venir causer un peu, même s'il a vieilli un peu, il va venir causer un peu. Mais tu vois que c'est son corps qui arrive. Donc là, moi, j'étais vraiment KO. J'étais vraiment KO. Moi, je suis trop proche de mes parents. Moi, j'ai pas d'idole. J'aime Bill Gates, moi, je n'ai pas d'idole. Moi, c'est mes parents ou rien. Voilà. Donc, j'étais vraiment fragilisé. Quand j'ai vu le cercueil, même tout ça, à l'aéroport, je ne savais pas. Et là, les obsèques se passent, on finit de l'enterrer et tout. Toi-même, vu que là, tu as perdu ton idole, tu as perdu ton pilier, est-ce que tu t'es dit là, je prends en compte les conseils qu'il m'a donnés, j'essaie de me forger un mental d'acier, j'essaie de me construire une vie où tu étais toujours dans le déni? Non. Je me dis quelque part le côté positif, c'est quelqu'un qui a, aujourd'hui, quand on passe, on dit voilà l'enfant de tel. Donc, il s'est battu quand même pour laisser des traces. Pour laisser une belle trace, pour imposer son nom. Je me dis oui, il l'a fait. Il n'était pas enfant des riches même. Donc, c'était un enfant de pauvre, il était au village. Donc, c'est l'histoire qu'on est en train de revivre comme ça. C'est vrai qu'on a connu des beaux jours, mais aussi, là, c'est un mauvais jour. On considère qu'on est au village, là. On considère que nous sommes aussi enfants de pauvres. Et donc, là, tu t'es donné une mission pour maintenant redorer la famille et puis le rendre fier. Clairement. D'abord, il y a l'instinct de suivi. Tu es obligé. Parce qu'il n'y a pas à gauche, à droite. C'est ça. Voilà. Maintenant, après, quand tu développes ton instinct de suivi, tu te fixes des objectifs maintenant. Comment est-ce que tu crées même le premier Ziguinchor? Parce que c'est grâce au Ziguinchor que moi, je t'ai connu. C'est ça. Donc, comment tu crées le premier Ziguinchor jusqu'à ce qu'on arrive à la prison? Bon, comme je dis, le Ziguinchor, là-bas, il était couché avec mon papa au Bénin. Et quand je me suis réveillé, net, j'ai vu la météo. Ils ont mis Ziguinchor. 30 degrés Celsius. Moi, je ne connaissais pas. Donc, je suis parti taper l'histoire. J'ai vu que c'est une petite zone au Sénégal. J'ai vu les leaders politiques qui sont sortis là-bas. J'ai dit, ça, c'est mon histoire qui est là. Donc, du coup, je me faisais appeler le prince du Ziguinchor. Donc, tout ce que je faisais, je mettais Ziguinchor devant. Oui, mais tu voulais faire ton titre. Mais c'était quoi exactement le Ziguinchor? Le Ziguinchor, je voulais créer, avec des amis, créer un groupe de travail. On allait un peu tout faire et tout. Voilà. Donc, tout ce que je faisais, même quand j'ai collecté, vu que je connaissais certains artistes et tout, donc je collectais même leurs habits pour aller les nettoyer, pour venir les donner. Voilà, je faisais ça avec les José, Didi, Blaka. Je partais prendre les habits, je vais laver et puis je ramène et tout. Tu vois, mais ils mettaient tout sur Ziguinchor. C'était ta marque de fabrique. C'était ma marque de fabrique. Donc après, tout le monde n'a pas percuté comme ça ma vision. Et puis bon, il n'y a pas les éléments de la télé. Il n'y a pas les Ziguinchor. Bon, ici comme ça, qui va donner une considération à Ziguinchor? Tu vois, non. Donc il n'y a pas de problème. Dans ça, un matin, ma soeur, qui est dans le même combat que moi, mais qui était un peu plus avancée dans le travail, elle était déjà très engagée avec Ifnobit. Oui, sa sœur Nesmond Doku, voilà, je fais un coucou. C'est mon aînée. Et elle s'élève et me dit que bon, il a lutté pour faire une petite cave et tout. On va mettre quel nom? Je dis bon, ok. Le nom là, on met ça Ziguinchor. C'est logique. C'est bien. Hein. Franchement, moi, je passais toutes mes soirées là-bas. Et j'ai créé le Ziguinchor. L'espace est là. La devanture, c'est mon grand frère qui est peintre, qui écrit avec la craie et tout. Oui, l'image qu'on a vue là, c'était à la craie. La craie. Ok. Tout était avec la craie. Et c'est resté avec la craie du début jusqu'à la fin. Tu sais, quand la craie s'efface, c'est plus un vieux rimé. Voilà. Okay. Et on reste comme ça. J'essaie de créer une bonne communauté. Je croise les Niki. Quand je croise les Niki, même pour ne pas les perdre, même je crée des groupes. Oui, crée des groupes WhatsApp. On était tous dedans. Nous, on était les Aoulaba du Ziguinchor. Voilà. Je mets des clauses. Si tu as quelqu'un un décès, on le soutient comme ça. Si quelqu'un a un anniversaire, on le soutient comme ça. Si quelqu'un c'était un club, c'était un réseau. Voilà, c'était un réseau et tout. Et franchement, dans les débuts, ça a vraiment marché. On était vraiment beaucoup. Et c'est comme ça le Ziguinchor part. Le premier Ziguinchor part. Et j'essaie de... Dieu merci aussi, il y avait le studio de Didier à côté. Voilà, donc c'est un quoi qui m'a donné
de la notoriété parce que quand les artistes quittaient et finissent d'arrêter chez Didi, il fallait qu'ils viennent manger. Même s'ils ont créé beaucoup de problèmes, en ce moment-là, le rap, venait de naître. Voilà, donc là... Il y avait les clashs, les trucs. Ouais, il y avait moins de clashs même. C'était l'unité totale. Hein. D'accord. Tu retrouvais tout le monde au Ziguin Show. Hein. Oui. Imra, Kadja, 8 Gun, JN. C'était la nuit où tout le monde passe, les freestyles, tout le monde se passe pas. C'était... En tout cas, c'était l'amour chinois, Bémous. C'était vraiment une très belle époque, hein. Franchement, mais il n'y avait juste pas l'argent. Mais ça ne rentrait pas un peu? Non, ça ne rentrait pas. Non, ça ne rentrait pas. Tout était 1000 francs là-bas. Ils vont finir de chanter, ils vont venir dire qu'ils veulent manger. Dans ça, quand il faut leur donner transport, ils vont partir encore. C'était 1000 francs, mais qu'on partait là. Et concernant la question de Marie-Noël, parce que Niki disait qu'il y avait un lien avec le Ziguin Show, c'était quoi l'histoire? La prison. Ah, la prison, oui. La prison, c'était... Après, quand il a fini le premier Ziguin Show, ils ont cassé. Et il fallait... Je me suis porté volontaire pour avoir un autre coin encore. Et j'ai appelé ça Ziguin Show aussi. Voilà, j'ai géré le coin là. Et il y a eu un incident qui s'est passé avec des clients. Et puis bon, je ne sais pas si c'est pour la poursuite de l'enquête ou quoi. Je me retrouve d'abord à la préfecture de police où je suis allé volontairement. Et après de la préfecture de police, 7 jours là-bas, on me fait comprendre qu'on doit nous déférer à la maison d'arrêt. Là, on rappelle que tu étais avec Samo. Toujours, mon compagnon de lutte. Voilà, mon compagnon de lutte. C'est l'une des personnes qui a cru. Quand je suis venu l'appeler, je lui ai dit, il m'a dit, Zagba, si tu m'as dit de rentrer dans tout, j'ai rentré dans tout. Voilà. Wow. Un ami loyal. Ça, c'est l'amitié. Et aujourd'hui, ça porte des fruits, ça leur a été. Et là, quand vous arrivez là-bas, vous êtes en prison et tout. Moi, quand je t'ai connue, je n'avais pas cette carrure-là aujourd'hui. Vous étiez en prison, je me rappelle, on a parlé et tout. Mais quand vous êtes sortis, je me rappelle quand tu s'est vu, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et puis vous êtes sortis vraiment avec une carrure. Déjà, en prison, moi, ma maman m'a vraiment... Quand on était à la préfecture de police, elle m'a dit, mon petit, on a demandé pardon partout. On ne sait pas c'est quoi qui est devant, c'est quoi qui est derrière. Nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Donc, il faut partir. Où tu vas là? Il y a des tontons qui sont là-bas beaucoup déjà même. Va. Tu n'es pas à l'étranger, quoi. Va, tu as fait ce que tu as fait. Et puis, on ressortir après. Tu dis, si ton moral est là, comme ça, c'est bon. Donc, on va d'un premier temps, on se focalise sur la prière. On ne fait que prier. Parce que là-bas, c'est un coin où tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas faire beaucoup de vices. Tu ne vas même pas faire les vices. Tu ne touches pas femme, tu ne touches pas alcool. Donc, tu n'as pas la seule pensée que tu as, c'est de sortir. Donc, quand c'est comme ça, quand tu es en contact avec Dieu, les messages passent. Ça t'aide. Ça t'aide. Donc ça t'aide à vraiment réfléchir, prier. Donc, on faisait que prier et puis faire le sport. Donc, les matins, on va en pompe. En tout cas, vous avez bien. C'est pas plus mal. Mais ça, je pense que c'est partout. Généralement, les gens, c'est ça qu'ils disent. Ouais, il a pris près de 2 mois, non? 2 mois. Mais est-ce que tu savais, tu connaissais la durée du temps que tu allais faire là-bas? En prison, oui. Non, je ne connaissais pas. Hein. Moi, il me disait... Tu avais été condamné ou bien tu étais en mandat de dépôt? Quand on est venu d'abord, on avait un mandat de dépôt. On doit attendre le procès. Voilà. Après, donc, tu n'avais pas été jugé, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être jugé. Et puis tu ne vois même pas la sortie. C'est encore plus stressant, en fait. Un matin, on nous a appelés, on dit, il y a procès. On est parti au procès. On a nos avocats. On nous défend, on nous attaque. On nous défend, on nous attaque. Les concernés aussi sont là-bas aussi. Chacun règle son cas. Il y a les concernés, il y a nous, et puis il y a la justice ivoirienne. Voilà, donc, ils ont combattu jusqu'à après. Le procureur a dit non. Il a demandé 1 an. Après, ils sont venus dire non, 6 mois avec suicide. Voilà, donc ça... Mais donc, tu es resté combien de temps en vrai là-bas? Je ne sais pas si c'est plus d'un mois en tout cas. Plus d'un mois. Donc, tu n'as pas fait les 6 mois? Tu n'as pas fait 6 mois. Non, 6 mois là, c'est le sursis. Donc, le mandat de dépôt, c'était 1 mois. Voilà. Donc, quand on est rentré, dès qu'on a dit on sort, ici parti, et puis mes bagages doucement en même temps. J'étais pressé pour sortir. Je m'en vais, on tire. Papier de sortie, la tête de Samo sort, on tire, pour moi, il n'y a pas encre. Il dit non. Mais qu'est-ce que c'est? Il dit vieux, il faut bien appuyer. Moi, j'ai sorti. Donc, on sort comme ça. Les gens pensaient qu'on allait sortir le lendemain. Donc, du coup, la famille n'est pas venue. Donc, on sort comme ça, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Tout là-bas, on gagne taxi où? Il n'y a pas d'application, il n'y a pas portable, on est là comme ça.
Donc on sort, il y a un petit détenu aussi. Lui, ils l'ont libéré, lui, il est derrière nous. Un petit Dajamé là. Donc on est là comme ça. Et puis vous voyez Samo qui dit qu'il veut pisser. Et regarde ça, c'est vers le mur de la macaille et tu es reparti. Ma chouette, ton pipi. Donc après, on a eu un taxi. On a dit, tiens, il faut nous accompagner. On a déposé le petit à Djamé et puis on est rentré en famille. C'était bien. Ouais. Donc après cette épreuve-là, je pense que c'est là que tu as développé le truc qui a fait qu'aujourd'hui, tu allumes la télé. Ouais. Mais avant ça, tu es devenu papa. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Ouais, papa, là, c'est que dès que je suis sorti de la prison net, dès qu'il est récupéré net, Parle-nous un peu de tes relations amoureuses depuis tout ce temps, depuis que tu es jeune, comment ça se passait avec les filles? Est-ce que tu avais une facilité à être en couple ou non, j'avais pas, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de jeton. Donc là, il y a Gengo, ça. Mais tu es frère? Je suis frère, mais je suis frère, mais il est frère de Benoît. Qui était Benoît venu voir. Donc j'avais quelques relations quand même, parce que je tombe sur la mère de mon enfant. Elle, tu l'as connue avant de rentrer en prison? Oui, je l'ai connue. Donc elle t'a attendu. On a duré, on a quand même duré. Wow, ok. On a quand même duré ensemble. Et elle a fait mon enfant dès que je suis sorti de prison. Puis elle a tout gardé. Tout était frère. Voilà, donc j'étais avec elle. Et puis... Et le fait de devenir papa, qu'est-ce que ça a changé en toi? Bon, moi, comme j'aime les enfants déjà, moi j'aime beaucoup les enfants. Et comme je le vois avec tes neveux. Hein, voilà, comme mon choupini est sorti, j'étais vraiment très très content. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer avec sa maman. Mais l'enfant, ça m'a rendu encore responsable. Ça m'a donné encore. Je me suis dit que franchement, mon enfant doit allumer la télé forcément. Ça, on monte, on descend. Moi, il peut être dans le désordre, mais mon fils, là, vraiment, il doit être très bien fait. En tout cas, il est bien fait, il est très beau. Voilà, donc ça me motive, franchement, mon petit, là, me motive beaucoup. En tout cas, du rire aux larmes et du rire encore, ça c'est l'histoire de Zagba le requin. Il a encore pas mal de choses à nous avouer et à se confier à nous, hein, n'est-ce pas? Et donc on va revenir juste après la pub. De retour de la pub, nous sommes avec Zagba le requin et on a une petite compile vidéo de lui. On revient tout de suite après. Les billets, ça sort. Mais faut avoir un combattant qui peut battre une amie qui peut se faire parler pour un combattant. À Mauricio de Genève. Tu dis quoi? C'est qui ça? Tu dis quoi? C'est qui ça? Le milliardaire. Qui je t'a pas laissé pousser? La fille qui tourne bien serrée aura droit à un dépôt. Speed a fait le beat. Dina Kwaku, Martial Bacciolo, Eto, le champion du micro, la fabrique. C'est qu'un champagne moins dans ta tête que ton père commence. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas croire que le week-end c'est pour laver habit. Mon vieux moula, tu es là et puis tu es fort. Tu es là et puis tu es fort. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement, bon. Y'a quoi c'est ça? Bon. Tu es jaloux? Bon. Tu veux voir? Bon. Tout a forgé contre moi sera nul et sans effet. Isaïe c'est Kakal verset 17. C'est pas moi, c'est Dieu. Quadra, el Quadranoso. La fortune de Nana Boni n'a jamais empêché le vieux Kofi de boire son bandit. Même si ton argent est petit, mon ami, j'ai dit que manger la vie, manger la vie, manger la vie, manger la vie, manger le goût, manger la vie. Ah, vraiment. Discographie au top. Le gars, il s'appelle Quadranoso, voilà. D'où lui vient même déjà le Quadranoso et puis ses proverbes là. Les proverbbes incroyables. Il a les mots là où il faut. Mais quelqu'un qui s'appelle Zagba le requin. Mais proverbador. Non, ça là, il faut prendre ça parce que c'est lourd hein, ce qu'on entend là. Il ne fait pas beaucoup, hein, mais ça pique.
Non, moi, franchement, c'est vrai. C'est Quadranoso. Moi, je te dis aujourd'hui, on te rebaptise El Proverbador. C'est bien Alors, comment est-ce que ça se fait ton entrée dans le showbiz, véritablement, jusqu'à ce qu'il y ait la team Peya aujourd'hui qui allume la télé fort? Bon, mon entrée dans le showbiz, après tout ce qui s'est passé là, j'ai touché à tout. Hein. Voilà, parce qu'il faut tout essayer pour voir ce qui va te rentrer. Maîtriser ta voix. Tu vas payer chaussures au marché là. Tu essayes tout, tu vois, tout tu essayes, c'est ce qui te rentre bien là. Donc j'ai tout essayé, vendre des chaussures, les activations pour les marques, et essayer de faire des commissions sur les locations de voitures. Et vraiment, j'ai essayé de faire tout. Un grouilleux, en fait. Franchement. C'est un grouilleux, franchement. C'est ce que je disais dans mon intro là. Moi, je l'ai connu en train de se battre, en train d'essayer même de tirer les gens. Voilà. Parce que tu as toujours fait. Et c'est ça, marque de fabrique. Je veux dire, au-delà du fait que ce soit vraiment un bosseur, quelqu'un qui a la niaque, il faut vraiment qu'on puisse te rendre ça. Tu es un rassembleur et tu ne veux pas briller seul. Tu motives les autres, tu es une inspiration pour beaucoup de jeunes autour de toi. Et ça, vraiment, on doit te donner... On doit te rendre tes lettres de noblesse par rapport à ça. Merci beaucoup. Ouais, beaucoup auraient fait ça seul. Beaucoup auraient juste fait ça seul. Oui, seuls, ils n'allaient pas arriver loin. Ouais. Pas arriver bien loin. C'est vrai que c'est pas facile par moment. Tous ceux qui vont arriver vers toi, il n'y a pas de tests pour voir s'ils sont sincères. Il y a beaucoup qui le font vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et puis il y a d'autres. Mais c'est pas facile, mais c'est bon. Il y a une fille qui s'appelait Vanessa qui avait sa cave en face de chez moi. Et elle était très cool. Elle savait tout ce qu'on traversait. Par moment, elle gérait la cave, on venait, on s'asseyait, on buvait, on causait. Ça arrivait, on ne stressait pas à cause de ça. C'est rien de waouh, mais c'était grand pour moi. C'était grand pour moi. Donc du coup, ça m'a donné... j'ai connu l'importance de l'homme en tant qu'était là. Voilà, et de la reconnaissance. Voilà. Et là, tu rentres dans le showbiz. Quand je rentre dans le showbiz maintenant, je vois mon gars Johnny, ça veut Jonathan et ma soeur. Ma soeur, j'étais dans Kif No Beat, moi j'étais très proche de Kif No Beat. Oui, on te voyait partout avec eux. Voilà, donc Johnny qui vient me dire, ah Zagba, bon, toi, comme tu rassembles et quand tu parles, on écoute, viens rentrer dans le mouvement. Donc Dieu qu'il y a fois, il vient, il rentre. Mais en même temps, je vais apprendre. Donc, j'apprends auprès de ma soeur et puis auprès de... Ce sont mes deux mentors en tout cas. Auprès de Jonathan. Mais tu apprends quoi? Le management? J'apprends d'abord le management. J'apprends d'abord le management, je les suis et tout, j'apprends. Ça ne me satisfait pas trop parce qu'en Côte d'Ivoire, les artistes ne valorisent pas trop les managers. Voilà, ça c'est une réalité. Ils ne valorisent pas trop les managers. Et puis moi, je regarde ça. Mais si tu dois te mettre en haut, il faut me bouillir quand même en bas. Il faut me respecter. Voilà, parce que le manager, c'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est vrai, il y a des amis qui accompagnent les camarades artistes qu'on met en tant que manager. Ça, c'est les amusements du quartier là, qui se reflètent encore après dans la carrière de l'artiste. Ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de managers qui mouillent le maillot pour leur artiste. Mais on ne voit jamais leur temps. Tu ne vas jamais entendre parler d'eux. Voilà. Donc là, quand j'ai vu tout ça, il dit non. Manager là, c'est pas pour moi. Manager là. Je connais dans les systèmes un peu, c'est bon. J'apprends maintenant à faire des fêtes. D'accord. Donc tu commences à faire. Donc comme je connais, comme je suis derrière Kif No Beat, j'étais l'homme vraiment à tout faire. Il fallait que je me rende vraiment super utile. Si on dit que Didi a mal à l'oreille, il a Kogo, il m'en va, poum. Soit ils sont en train de jouer ballon comme ça, on dit que quelqu'un a perdu son passeport. Je suis au complet en train de jouer. Je sors un peu de mal comme ça, mais je cherche son passeport, je suis là à la maison. Direct comme ça, dans le maillot du sport, il m'en va quelqu'un pour aller donner son passeport à l'aéroport. Mais tu as cette petite partie-là, tu perds l'estime de beaucoup de personnes. Parce que toi, tu es en train de découvrir un nouveau monde. Tu es en train d'apprendre. Oui, ils disent, oh, tu es un peu repéré aux façons. Oui, et là, tu vas perdre l'estime. Tu peux perdre l'estime de ta famille. Parce que ta famille, là, moi, ma famille m'estime toujours. Mais pour beaucoup de cas, la famille te prend comme tu viens. Tu vois, si tu viens et puis tu ne produis pas du fruit, on va dire voici l'arbre qui est là. Mais quand les fruits vont sortir, on va dire le beau manguier qui est là. Tu vois, et tes amis vont dire ah, c'est l'Européo, c'est le Louba des temps, c'est l'Européo des temps, c'est le Louba des temps. Moi, même dans les commentaires, c'était que ça. Tu comprends, non? Même par moment, avec la maman de mon fils. Tu es là, tu suis tes amis. On a comme l'impression que tu fais rien de bon en fait. Non, mais je comprends complètement ce que tu dis. Tu comprends, non? Donc c'était ça, comme tu as ça dans ta relation, tu as ça. Et les amis, les moqueries, les commentaires. Mais moi, ça ne m'a rien dit parce qu'arrivé un moment,
le savoir, il est inestimable. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir. C'est ça. Et puis toi, tu avais ta vision claire. Moi, j'ai ma vision. Je suis au bureau, ici, quoi, et tout. Il n'y a pas de souci. Je prends. C'est qui est-ce Je veux le savoir. Rendez-vous. Donc, du coup, j'étais vraiment là et les gens me faisaient confiance. Et ce qui est bon avec moi, moi, je ne connais pas la trahison. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ange, mais je suis très loyal à toutes les personnes avec qui j'ai bossé. Voilà, c'est qu'il y a moins de litiges à mon niveau. Donc, je quitte là et puis je dis, bon, vu que je connais à cause des artistes, je connais maintenant Safarel, je connais maintenant Ariel Chiné, je connais maintenant d'autres artistes. Donc, j'ai essayé de faire maintenant, d'organiser maintenant des fêtes. C'est pour ça que je me lance, j'ai fait ma première fête au Café de Versailles. J'ai gagné 60 000 comme bénéfice. Je suis très content. Quand il y a des partages, je rentre 20 000 francs à la maison. Donc 15 000 à Samo, 5 000, 10 000 à mes petits qui ont travaillé. Parce que si des partages, je rentre 20 000. Mais je suis content parce que j'ai pu réunir. Après, j'ai fait une deuxième fois au temple. J'ai fini là-bas. J'ai gagné au moins un bénéfice de 150 000 comme ça. Je suis encore content. Après, je vais au truc d'une autre boîte là, ça augmente. Et je fais le BIM. Quand je suis à truc, comment on appelle ça? Je vais donner une boîte au plateau et c'est là-bas les chiffres. Ça augmente. Ça augmente un coup en même temps. Boum. Et là, tu dis, ça y est. Il y a l'un dedans. Je dis que là, j'ai trouvé maintenant un bon canal. J'ai trouvé le couloir. Mais seulement que le truc, c'est pas un truc sûr, parce que ça peut te lâcher à tout moment. Parce qu'un tel là-bas, quand c'est puis un matin, ça marchait le dimanche. Un matin, le propriétaire de la boîte est venu, il m'a dit non, Zagwa, tu sais quoi, moi-même, mes amis arrivent. Oui, de parce Paris, qu'il voit que ça marche, il veut faire lui. Moi-même, j'ai des fêtes qu'il fait, et mes amis, tout. Il dit, ah, tu as fait les fêtes des amis. Prenez. Et ça m'a laissé. Tu vois. Donc la période là, si tu n'as pas de personnes pour te comprendre, tu vas perdre tes amis, tu vas perdre tes amis, tu vas perdre ta copine. Parce que c'est clair, elle aussi, elle veut avancer. Si elle voit que ton histoire est floue aussi là, Elle te laisse. Elle te laisse. Donc moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu la main de mon enfant. J'étais là comme ça, mais j'ai pas perdu mon objectif. C'est ça. C'était ça le plus important. Parce qu'il me disait qu'à arrivé un moment, il faut qu'on fasse le bilan. Tout le monde a fait le bilan. Donc j'ai surmonté tous ces trucs-là. C'était difficile. Hein. Tu es là comme ça, puis tu vois. Et tes amis que tu vois avant, tu n'évites plus dans les plans. Mais tout et tout, tu vois les commentaires bizarres. Tu vois que ta copine, elle se plaint par moment. Toi-même, là, tu es là, tu es derrière les gens, même comme ça, on dirait quoi. Il faut chercher à aller faire tout. Mais là, elle s'est plainte jusqu'à tout le monde s'est plaint là. Le succès est venu. Mais après le succès, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as fait bim, juste quand tu as allumé la télé, chevalier de l'ordre du mérite sportif en plus. Là, tu as fait le bim. Et puis même, tu vois, ça fait écho à la carrière de foot qu'on a un peu ratée. Mais... Ouais, bon. Donc là, c'est quoi maintenant? Mais oui, c'est ça même, c'était même ballon là. Quand on était là, quand tous les joueurs étaient. C'est ça. Quand tu vois ici, mais c'est ça. C'est nous aussi, on est ici. Et puis l'hymne de la CAN même, c'est ça. Et ta maman dans tout ça, elle est fière de toi? Oui, maman, chaque jour, elle m'appelle. Elle, franchement, dès qu'elle voit quelque chose, elle m'appelle en même temps. Dès qu'il y a quelque chose, il y a stress, elle m'appelle. Tu la gères un peu, non? Qui, maman? Oui. Oui, je ne vais pas dire oui parce qu'il y a les caméras, mais pour tous mes proches, ils savent comment je suis avec ma maman et comment je traite même tous mes neveux, Zagba, quel est le secret? Parce que franchement, on a écouté toute ton histoire, comment ça a débuté, les coups durs, le Ziguinchor, la prison, tu as commencé à faire les fêtes. C'est quoi le secret de Zagba le requin pour être aujourd'hui reconnu au-delà des frontières, représenter son pays comme ça? C'est quoi le secret pour ces petits-là, peut-être, qui nous regardent et qui ont envie de faire comme toi? Quel est le conseil que tu leur donnerais? Non, franchement, c'est d'abord d'arrêter de trop rêver. D'arrêter de trop rêver et d'arrêter de penser que, forcément, leur bonheur se retrouve dans la main de quelqu'un. Ouais, ça, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on se crée des ennemis inutilement. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais dans mon éducation, je voyais Emal venir et je voyais Moula venir et tout. Mais pour quelqu'un qui va partir dire, ah, vieux Moula, faut m'aider à me mettre dans le mouvement. J'ai dit non. Comment je vais faire pour que Moula soit un partenaire? C'est mon grand frère, oui, mais pour qu'il soit un partenaire de travail. Tu vois. Et aujourd'hui, de ne pas faire du service moutonnier. Pas parce que Zagba, aujourd'hui, il a fait fête, il a fait cap, ça a marché. Il a allé faire cap. Pourtant, tu as des talents de pêcheurs. Tu as des talents de maçons et tout, tu comprends. Moi, c'est vraiment sortir du rêve, persévérer. Et si tu sais que
tu es dans une route légale et tu as ta vision et tu peux prendre ton savoir. Vas-y, moi, c'est la persévérance. Parce que j'ai eu mes coins là, ils ont cassé. Avant que ce Ziguinchor marche, j'ai perdu au moins 4 Ziguinchor. Wow. Et quand je dis perdre 4 Ziguinchor, c'est que j'ai 0 pointé même. Et puis, il va reprendre encore. J'ai 0 pointé, puis il reprend encore. Aujourd'hui, c'est devenu stable. Donc, la persévérance, franchement, et vraiment vouloir apprendre. Aujourd'hui, c'est le problème avec nous. On est persuadé que Niki peut m'aider quand on vient, quand Niki... Elle ne nous met pas sur la route, on est fâché, Niki devient adversaire et tout. Ou bien on est persuadé que comme j'ai un master, je ne sais pas, en gestion des crises financières dans le monde, donc forcément je mérite tel salaire. Ou bien quoi. Tu comprends, non? Voilà, après tu dois voir la réalité en face. Bien sûr. Voilà, et attirer tout. Ça dit, moi là, si elle veut t'atteindre aujourd'hui là, moi, je me suis mis en tête que je ne vais pas les faire coco chez les ministres, quoi. Voilà, le jour que j'ai les contacts, j'ai les rencontrés comme ça, c'est sur la base du travail. Pour qu'ils soient fiers de moi, j'ai quelque chose à proposer. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. C'est ça. Non, je ne peux pas me fâcher aujourd'hui avec un savonnier qui passe derrière sa voiture, mais il a lutté aussi pour avoir. Il n'est pas obligé de nous aider. Voilà, donc tu vas voir, donnez-nous vos secrets, donnez-nous vos secrets. On a compris le conseil, mais donnez-nous nos secrets. Mais attends. On a travaillé. C'est la résilience, c'est la force. Franchement, parce que je dis même là, même on pense tout aux pratiques occultes ou bien souvent même à des rapports entre... C'est là, il a fait Zamou. Il a fait Zamou, ou bien on abaisse le pantalon, ou bien et tout. Mais Claire, si les Zamou marchaient là, aujourd'hui on allait compter... Tout le monde allait être... Les cannes du Bénin, les coupes du monde de l'Haïti. On allait compter ça beaucoup. Mais sans le savoir, c'est cadeau. Sans la maîtrise, sans la technique, c'est cadeau. Tu peux rien faire et tout. En tout cas, c'est cadeau. Il faut que les gars s'arment de courage, ils puissent persévérer. Moi, en tout cas, à mon niveau, travail, persévérance, sagesse. Lui qui ne veut pas exploiter, ça n'a qu'à laisser. Voilà. C'est ça, il n'y a pas de secret finalement. Vraiment. Il n'y a pas de secret, c'est travail. L'émission là même, c'est presque à la fin, mais c'est même fini, même, c'est même plus presque. Parce que là, je sens qu'il y a des choses que tu n'as pas pu dire. Parce que le temps est même court. Je suis disponible. Mais si tu reviens avec Samou. Ouais, sans problème. On va avoir sa version. J'aimerais avoir ton mot de fin, mais en proverbe. Parce que tu es le petit-fils, voilà, de Molière africain. Voilà, du Molière africain en termes de proverbe. Donc ton mot de fin, je veux que tu nous le donnes en proverbe. Non, c'est... Je vais te parler de... Ça concerne la réalité de la vie. Faut dire. Voilà, comme ça, mon... grand frère Don Solonzo, la guitare noire, Big V la correction, me disait toujours que pour mieux connaître l'étendue du chant de ton père, ne reste pas longtemps sur le dos de ta mère. C'est-à-dire il faut rester sur le sol pour connaître. Et aussi, on m'a dit comme ça que le fait d'habiter à côté du fleuve ne fera pas de toi un bon pêcheur. C'est sur l'eau qu'on apprend à pêcher. Donc il faut être sur le terrain pour voir la réalité. Merci. Verbador. Il faut être sur le terrain pour voir la réalité. Franchement, on a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va terminer avec la Corée de manger la vie. Oui, sur une belle note de musique. On vous dit à demain et travaillez, soyez persévérants. Comment faire? C'est quoi la...